Comment est-ce qu'on a bien pu effacer l'histoire de tout un continent? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va voir ensemble comment l'histoire de l'Afrique a été écrite, et parfois on doit le dire, complètement réécrite au fil du temps. Et ça, c'est une histoire qui ne parle pas seulement du passé, mais aussi du pouvoir. Le pouvoir de raconter sa propre histoire. Alors attention, cette phrase-là, elle ne date pas du XVIIIe siècle. Non, non. On est en 1963. Et la personne qui prononce ces mots, c'est un professeur très réputé d'Oxford. C'est l'idée, assez folle et pourtant longtemps admise, que l'Afrique, en tant que continent, n'avait tout simplement pas d'histoire qui lui soit propre. Alors, la question se pose. Est-ce que cette vision d'un continent sans passé a toujours existé, ou est-ce que c'est une idée, une construction, finalement, assez récente? C'est exactement ce qu'on va explorer. Allez, on commence par le début, on va essayer de comprendre d'où vient cette idée, qui est quand même assez puissante, et comment elle a réussi à s'installer aussi profondément dans la pensée occidentale. En fait, l'idée de Trevor Roper, elle n'est pas du tout nouvelle. Il faut remonter plus d'un siècle en arrière. Des penseurs européens très influents, comme le philosophe Hegel, avaient déjà mis ça sur papier. Et ils ne le présentaient pas comme une simple opinion, mais carrément comme un fait philosophique. Pour bien piger tout ça, il y a un mot-clé à avoir en tête, l'historiographie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simplement le fait de se rappeler que l'histoire, ce n'est pas juste une liste de faits. C'est un récit. Un récit qui est construit par des gens à une époque donnée, et forcément avec leur propre regard. Mais justement, cette idée d'un continent sans histoire, elle ne tient pas la route face aux preuves. Alors remontons le temps, bien avant Hegel, et voyons un peu ce que le monde savait ou pensait savoir de l'Afrique. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a les auteurs de l'Antiquité, comme Hérodote, qui avait une connaissance, disons, très parcellaire de l'Afrique subsaharienne, et de l'autre, des siècles plus tard, on a les érudits du monde islamique médiéval. Eux, grâce aux routes commerciales qui traversaient le Sahara, étaient beaucoup mieux informés. Ils décrivaient des sociétés complexes, organisées, bref, rien à voir. Et parmi ces savants, il y en a un qui sort vraiment du lot. Une personne qui abordait l'histoire africaine avec une rigueur qu'on pourrait qualifier sans problème de moderne. Ces penseurs, c'est Ibn Khaldoun. Il est né à Tunis, et ce n'était pas juste quelqu'un qui notait des événements. Non, il a développé une véritable théorie de l'histoire. Il analysait la montée et la chute des empires. Et il a appliqué sa méthode à l'histoire de l'Empire du Mali. Ce qui est incroyable avec sa méthode, c'est qu'il ne se contentait pas de compiler des récits. Il les critiquait, il les comparait, il cherchait les causes, les conséquences. C'était une approche quasi scientifique de l'histoire, et ce, des siècles avant que ça ne devienne la norme en Europe. Mais attention, l'écriture de l'histoire de l'Afrique n'était pas seulement le fait de gens de l'extérieur. Au cœur même du continent, des sociétés africaines documentaient elles-mêmes leur propre passé. L'écriture de l'histoire était en réalité une tradition solide sur tout le continent. De Tombouctou à l'Éthiopie, en passant par la côte Est, des savants africains utilisaient l'écriture, souvent l'alphabet arabe, pour enregistrer l'histoire de leur royaume. Et on ne parle pas de simples listes de rois et de dates. Des œuvres comme les fameux Tarikhs de Tombouctou par exemple, mélangeaient les traditions orales anciennes avec une analyse très fine des événements de leur temps. Exactement ce que ferait un historien d'aujourd'hui. Bon, et là ça soulève une question assez évidente. Si l'Afrique avait une tradition historique aussi riche, à la fois écrite et orale, comment le mythe du continent des ténèbres a-t-il bien pu voir le jour et surtout durer aussi longtemps ? Eh bien, la réponse, c'est un peu un alignement des planètes négatifs au XVIIIe et XIXe siècle. Il y a eu la déshumanisation terrible de la traite négrière. Il y a eu cette idée de supériorité européenne qui s'est installée. Il y a eu le besoin de justifier moralement la conquête coloniale. Et même la création de l'anthropologie, qui à l'époque était vue comme l'étude des peuples sans histoire. Tout ça a contribué à effacer le passé de l'Afrique. Et pour expliquer toutes les preuves qui contredisaient cette vision, comme les grandes constructions ou les empires bien organisés, une théorie a été inventée de toutes pièces, le mythe hamitique. En gros, ça disait que si on trouvait quoi que ce soit de civilisé en Afrique, ça devait forcément avoir été apporté par une race supérieure venue d'ailleurs. Et ce n'était pas juste une théorie farfelue dans un coin. En 1930 encore, un grand anthropologue britannique pouvait écrire noir sur blanc que les civilisations d'Afrique sont les civilisations des Hamites. C'était enseigné comme un fait scientifique dans les universités et ça a renforcé les préjugés coloniaux pendant des dizaines d'années. Sauf que ce mythe, aussi complexe et raciste soit-il, a été complètement démoli par une preuve toute simple, élégante et imparable. Et elle vient d'un domaine qu'on n'attendait pas forcément, la linguistique. Tenez, regardez cet exemple, c'est un classique. Selon la théorie hamitique, les Haoussa, qui parlent une langue dite hamitique, devraient être supérieurs. Sauf que, dans la réalité, ils étaient dominés par les Peuls, des pasteurs dont la langue appartenait à une famille jugée inférieure. Ça a juste montré l'absurdité totale de vouloir lier la langue à une quelconque hiérarchie raciale. C'était le début de la fin pour ce mythe.
Et ça nous amène à la dernière partie, et sans doute la plus importante de cette histoire, comment l'histoire africaine a été réaffirmée, reconquise au XXe siècle. Le vrai tournant, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Des changements institutionnels ont lieu, des postes universitaires sont créés en Europe, mais surtout, de nouvelles universités ouvrent sur le continent africain. Et pour la première fois, ça crée un espace pour des historiens professionnels qui travaillent depuis l'Afrique. Et le point crucial ici, c'est que cette révolution intellectuelle a été menée par les Africains eux-mêmes. En même temps que la lutte pour l'indépendance politique, il y avait une lutte pour l'indépendance intellectuelle, menée par des universitaires qui formaient une nouvelle génération à écrire sa propre histoire, de l'intérieur. Aujourd'hui, ça fait bien plus d'un quart de siècle que l'étude de l'histoire africaine est une discipline académique solide et rigoureuse portée par des universitaires africains et du monde entier. La page est tournée. Au final, l'histoire de l'histoire africaine, ça nous montre que le passé n'est jamais vraiment figé. C'est un terrain où s'affrontent les récits, les identités, les pouvoirs. La capacité à déconstruire une histoire fausse et à en bâtir une nouvelle, basée sur des preuves, c'est l'un des actes les plus forts qui soit. Et ça laisse une question en suspens. Quelles autres histoires, aujourd'hui, attendent encore d'être racontées ?